C'est un nom qui ne dira sans doute rien au grand public. Pourtant, Augustin Mouchot fut un des scientifiques les plus innovants du 19e siècle en France. Ce professeur de mathématiques devint en effet un des pionniers de l'énergie solaire avant de mourir dans la déchéance et son nom de se perdre dans les limbes du temps. Merci Miguel Bonnefoy d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors vous ressuscitez Augustin Mouchot le temps d'un livre, le nouveau livre que vous sortez chez Rivage, L'Inventeur. Comment d'abord êtes-vous tombé sur cette histoire incroyable, une histoire vraie, celle d'Augustin Mouchot? J'ai trébuché sur ce personnage presque malgré moi en regardant une série documentaire sur l'astrophysique qui s'appelle Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Et tout à coup, alors que le présentateur évoquait différents découvreurs sur le Soleil, et sur l'énergie solaire, sur les machines, les cuiseurs, les marmites solaires, il a évoqué en effet Augustin Mouchot, cet homme né en 1825 et mort en 1912, qui, alors qu'il était présenté à l'exposition universelle de 1878, était parvenu pour la première fois à faire un morceau de glace avec la seule force du soleil. Un morceau de glace avec du chaud. Voilà, il a inventé une machine qui marchait à l'énergie solaire au 19e siècle. Exactement. La machine, en effet, est un miroir parabolique qui concentre les rayons solaires. On voit ici. On le voit, en effet, sur les images. Les rayons solaires se concentrent sur une chaudière qui, elle, fait bouillir de l'eau. Elle est clochée pour que la chaleur ne sorte pas avec un système d'effet de serre. Et la vapeur, ensuite, est connectée avec une machine à vapeur pour pouvoir faire tourner un dynamo et donc ouvrir la révolution industrielle à lui. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours d'Augustin Mouchot? On est loin de vos thèmes de prédilection. Quand même. On vous a déjà reçu ici. Il y a seulement une allusion au Venezuela dans votre livre. J'ai bien recensé. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Je pense que ce qui m'a plu d'abord avec ce personnage a été le côté oxymorique, le côté paradoxal, c'est-à-dire cet homme froid qui s'intéresse aux choses, cet homme de l'ombre qui s'intéresse à la lumière, cet homme timide, terne, blafard, livide qui s'intéresse à l'astre le plus puissant, le plus grand, le plus ultime. Donc quelque part, il y avait cette idée du moucheron ivre qui vole vers la lumière pour conquérir le soleil. Et qui se cogne. Et qui se brûle. Qui se brûle les ailes, comme Icare à un moment, puisqu'il va finir sa vie aveugle, à force de regarder le soleil. Donc il y avait quelque chose de mythologique, de providentiel, de wagnérien qui me plaisait dans ce personnage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en développant sa psychologie. Alors, vous avez eu envie de l'écrire comment, ce roman? De quelle manière? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de naturalisme à la Balzac ou à la Flaubert. Oui. Sachant en plus qu'on est au 19e siècle. Donc on se retrouve quand même dans cette ambiance-là. Tout à fait. On se retrouve dans une ambiance qui est très 19e-iste. Napoléon III, Second Empire. Le livre Travail de Zola m'a énormément accompagné. La biographie de Balzac de Stefan Zweig a également été un des livres constellation autour de celui-ci. Mais aussi Le Parfum de Susskind, bien que ça se passe plutôt au 18e. Étonnant. Justement, j'ai trouvé qu'avec Monsieur Poisson, oui, du Parfum. Oui, avec Monsieur Grenouille. Grenouille, pardon, Monsieur Grenouille. Il y avait vraiment une proximité. Je faisais la réflexion à quelqu'un tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Il y a des porosités, en effet, il y a des ponts, il y a des passerelles, parce qu'en tombant sur ce personnage de Mouchot, j'ai immédiatement pensé à Grenouille. Donc en plus, ils ont des noms de famille similaires, non? Puisque c'est une sorte de zoophilie, comme ça, des choses. Et aussi, ces hommes qui étaient très maladifs, qui semblaient rabougris, ramollis, et prêts à mourir à tout instant, contre toute attente, non seulement survivent, mais également se lancent dans une entreprise désespérée, vouée à l'échec, qui pourtant va donner quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est la description aussi de cette déchéance. Comment on en arrive là, effectivement, quand on a été invité à l'exposition universelle de Paris, vous l'avez dit, qu'on a été reçu par Napoléon III. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi, j'imagine, qui vous a intéressé. Ça m'a tout à fait intéressé, le système presque pyramidal du personnage. C'est-à-dire que tout le début du livre est cette montée vers le succès, vers la gloire, vers la grandeur, l'exposition universelle, comme vous le dites si bien, la médaille d'or, mais également les brevets qui sont déposés, la presse étonnante qu'il a eue on le retrouve sur Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, où on retrouve une presse incroyable. C'était une vraie rockstar de l'époque. Et également la Légion d'honneur, envoyée en Algérie pour fleurir le désert, aider à l'agriculture avec un système. La grande muraille verte avant l'heure. Exactement, une grande muraille verte avant l'heure, bravo, c'est tout à fait ça. Et puis ensuite, il se brûle les ailes, devient sourd, on lui rachète ses brevets, on découvre le moteur à explosion, on découvre des gisements de charbon dans les réservoirs. Il y a un mariage terrible aussi qui Alors un mariage avec Pierrette Bautier, en effet, qui finit de l'acheter, et puis rapidement, pour 1000 raisons, le siècle change, les énergies changent, tout change, et puis il tombe dans un abandon et une décrépitude, une déchéance, comme vous avez dit, pour finir finalement dans la solitude, l'isolement, dans un être une fin sans musique et sans fleurs. Oui. Et je vais vous citer alors, je vais citer l'inventeur. Or, à cette époque, au 19e siècle, personne ne s'intéressait au soleil. La France, tournant le dos au ciel, s'affairait à fouiller les entrailles de la terre pour y extraire
extraire tous les jours des milliers de tonnes de charbon, écrivez-vous. Imaginez qu'on ait plus investi dans les idées de Mouchot à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui du réchauffement climatique. C'est ça aussi la grande leçon de ce livre, je trouve. Absolument, absolument. J'ai essayé toutefois de ne pas tomber dans l'écueil classique de faire un livre pamphlétaire ou un livre à thèse en essayant de parler des problématiques climatiques d'aujourd'hui, mais de laisser le soin au lecteur d'avoir l'intelligence de faire lui-même les ponts et de voir les échos qui sont avec les problèmes d'aujourd'hui. Si j'avais écrit un livre très anthropocène en parlant de la grande catastrophe, de la grande accélération et en faisant une sorte de nouveau récit collectif de bandeaux en parlant de la décroissance et de la sobriété, ça aurait été sans doute un autre livre. Je voulais au contraire rester dans une sorte de bulle onirique pour montrer que, comme vous le dites si bien, les problèmes d'hier, les racines d'hier sont finalement en effet... de la révolution industrielle et de la révolution de l'acier et du charbon. Tout à fait. J'imagine aussi que c'est ça aussi qui vous a plu dans ce personnage incroyable, justement. Oui, c'est ce qui m'a plu, d'avoir déjà des pionniers, d'avoir des précurseurs, d'avoir des hommes qui avaient lancé les premières dalles d'un royaume que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et de nous rendre compte que peut-être les choix qu'on a fait hier, les récits collectifs d'hier, les constructions sociales d'hier, sont tout simplement, en effet, la conséquence d'aujourd'hui. Merci Miguel Bonnefoy d'avoir été avec nous. L'inventeur, c'est donc publié chez Rivage. Et on vous attend pour le prochain. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous.